Quelle est la pire chose que ta fille t'ait jamais dite? Ma fille Angélique de 9 ans, Malia, a passé des ciseaux à travers la robe de mariée faite main de sa sœur. Je me suis réveillée en entendant Lee sangloter dans sa chambre, tenant les restes de la robe qu'elle rêvait de porter. Elle avait passé les 6 derniers mois à la concevoir et à la coudre elle-même, la recouvrant de cristaux cousus à la main. Elle prévoyait de lancer sa propre marque de robe de mariée après le mariage. Malia était assise sur son lit quand je l'ai trouvée, les ciseaux de couture encore posés sur son bureau. « C'est toi qui as fait ça ?» ai-je demandé, incapable d'y croire. Elle a hoché la tête, sans vouloir dire pourquoi. Mes filles s'adoraient, malgré leur différence d'âge. Même Malia avait passé des heures à aider Lee avec les perles, disant à tout le monde à quel point sa sœur serait belle. « Je ne veux pas qu'elle se marie », répétait-elle simplement. J'ai passé la matinée à essayer de sauver quelque chose pour Lee, mais la robe était détruite, irrécupérable. Le fiancé de Lee, Wade, est arrivé l'après-midi avec une robe de rechange qu'il avait, d'une façon ou d'une autre, trouvée à la taille exacte. Il jouait les héros. Mais quelque chose me dérangeait dans la rapidité avec laquelle il avait mis la main sur cette robe. Ce soir-là, alors que Lee se préparait à l'hôtel avec ses demoiselles d'honneur, je me suis assise avec Malia pour comprendre. « Tu es triste parce que Lee va déménager ?» ai-je demandé doucement. Elle a secoué la tête. « Alors pourquoi, ma chérie ?» Elle a baissé les yeux vers ses mains et a murmuré. « Wade est méchant avec Lee quand tu n'es pas là. » J'ai demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle a simplement ajouté. Il l'a fait pleurer, mais lui dit de ne rien dire à personne. Elle n'avait que 9 ans, trop jeune pour bien expliquer, mais quelque chose dans sa voix m'a glacé le sang. Je suis allée dans l'ancienne chambre de Lee pendant qu'elle n'y était pas, me sentant coupable mais ayant besoin de réponses. Dans son journal, les dernières pages étaient très différentes de son écriture joyeuse habituelle. Wade dit que je grossis avant le mariage. Wade n'a pas aimé que je déjeune avec mes collègues. Wade pense que ma robe me rend ridicule, mais j'ai tellement travaillé dessus. Les entrées remontaient à 6 mois, montrant à chaque fois plus de contrôle, plus de critiques, plus d'isolement. J'ai appelé la meilleure amie de Lee, Rachel, qui n'était même pas invitée au mariage pour des raisons que Lee refusait d'expliquer. « Je suis inquiète pour elle », m'a-t-elle avoué. Wade ne la laisse plus sortir avec nous. Il dit qu'on est de mauvaises influences. Elle m'a parlé d'ecchymoses qu'elle avait vues sur le poignet de Lee le mois dernier, mais Lee avait prétendu s'être coincé la main dans la portière de voiture. En cherchant plus d'indices, j'ai trouvé l'iPad de Malia et j'ai vu qu'elle y enregistrait des vidéos. L'une, filmée la semaine précédente, montrait Wade dans notre cuisine pendant que j'étais au travail. Il disait à Lee que sa robe ressemblait à une ordure et la menaçait de l'humilier à la cérémonie si elle la portait. Lee pleurait, mais essayait de se défendre. « J'ai travaillé si dur dessus, » disait-elle. « C'est bien ça le problème, » répondit-il. « Tu tiens plus à cette stupide robe qu'à moi. » Malia filmait en cachette depuis derrière la porte. On entendait son petit halètement quand Wade saisissait le bras de Lee. Dans la chambre de Malia, j'ai trouvé un carnet où elle écrivait. Tout en bas, à la date d'hier, il y avait « Lee pleurait dans la salle de bain et a dit « Je dois l'épouser, sinon il fera quelque chose de mal. Je ne veux pas qu'elle parte. » J'ai cherché le nom de Wade sur Internet. Après plusieurs pages normales, je suis tombée sur les publications de son ex-petite amie, Valérie, datant de 2 ans. Elle faisait allusion à une ordonnance de protection et à une relation abusive dont elle avait survécu. Une publication disait « Il m'a isolée de tous ceux qui pouvaient m'aider », suivi de nombreux commentaires de soutien. Une autre disait « Le quitter a été la chose la plus effrayante de ma vie. » Avant que son compte ne devienne privé, j'ai essayé, tremblante, d'appeler Lee, mais son téléphone allait directement sur la messagerie. Sa demoiselle d'honneur m'a écrit que tout le monde était au lieu de la cérémonie, mais que Lee était parti avec Wade 1 heure plus tôt, disant qu'il devait la parler seul avant la cérémonie. Ils auraient déjà dû être en séance photo, mais le photographe a confirmé qu'il n'était jamais arrivé. J'ai localisé le téléphone de Lee. Il indiquait un motel à 16 km sans aucun mouvement. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit à toute vitesse, l'appelant encore et encore. Finalement, elle a décroché, en larmes. « Maman, j'ai peur », a-t-elle chuchoté. Il dit que si je ne vais pas jusqu'au bout du mariage et que je ne pars pas avec lui ce soir, il publiera les photos. « Quelles photos ?» ai-je demandé. Mais elle sanglotait encore plus fort. Il m'a prise en photo pendant nos moments intimes. Il me fait du chantage depuis des mois. J'ai besoin de toi. Puis la ligne s'est coupée.
J'ai appelé le 911 et donné l'adresse du motel, conduisant plus vite que jamais. Quand je suis arrivée, Wade était déjà parti. Lee était avec les ambulanciers. Couverte de bleu, s'excusant en pleurant, il te menace, toi et Malia, depuis des mois. Il a dit que si je ne l'épousais pas et que je ne déménageais pas à l'autre bout du pays, il vous ferait du mal et publierait les photos. Malia savait tout. C'est pour ça qu'elle a détruit la robe. Mon cœur s'est brisé. Je l'ai serré dans mes bras, croyant que tout était enfin fini. Mais Lee m'a attrapé la main et a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. Wade m'a montré ce soir une photo du petit frère de son ex. Valérie. Il a dit qu'il ferait la même chose à Malia si j'essayais de partir. Mes mains tremblaient. Nous n'avions aucune idée d'où Wade pouvait être. Tout ce que nous savions, c'est que Malia était seule à la maison à ce moment-là. Je suis remontée dans ma voiture sans même boucler ma ceinture, les mains tremblantes. J'ai appelé le portable de Malia pendant que je fonçais hors du parking du motel. Ça sonnait encore et encore. J'ai réessayé. Boîte vocale. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais vomir là, au volant. J'ai appelé le 911 et j'ai dit à l'opératrice que ma fille de 9 ans était seule à la maison et que mon ex-petite amie, qui venait de menacer de lui faire du mal, pourrait être en route pour s'y rendre. L'opératrice est restée calme et m'a demandé mon adresse, et je la lui ai donnée tout en grillant un feu rouge. Elle a dit qu'elle envoyait immédiatement une voiture de patrouille pour une vérification de bien-être et m'a demandé de rester en ligne. J'ai continué d'essayer d'appeler Malia avec mon autre téléphone, mais elle ne répondait pas, et je n'arrêtais pas de penser à cette photo que Wade avait montrée à Lee du petit frère de Valérie. Wade avait dit qu'il ferait la même chose à Malia, et je ne savais même pas ce que cela voulait dire. Mais l'expression sur le visage de Lee quand elle me l'a dit a clairement indiqué que c'était quelque chose de grave. L'opératrice a demandé à quelle distance j'étais, et j'ai dit peut-être 15 minutes si je continuais à rouler à cette vitesse. Elle m'a dit de conduire prudemment. Mais j'ai appuyé encore plus fort sur l'accélérateur quand même. Elle a dit que l'officier était à 3 minutes de chez moi et qu'il m'appellerait dès qu'il serait arrivé. J'ai grillé un autre feu rouge et quelqu'un a klaxonné, mais je m'en fichais. Tout ce à quoi je pouvais penser était Malia, assise seule dans sa chambre avec Wade, peut-être déjà là ou en route. L'opératrice m'a connectée à l'officier qui intervenait et je l'ai entendu dire qu'il arrivait chez moi à cet instant. Il a dit qu'il pouvait voir les lumières allumées à l'intérieur et que la porte d'entrée était verrouillée. Je l'ai entendu appeler à travers le téléphone et dire que c'était la police et qu'il était sûr d'ouvrir la porte. Il y a eu un silence qui a semblé une éternité et je tenais mon téléphone si fort que ma main me faisait mal. Puis, j'ai entendu la petite voix de Malia à travers le téléphone dire qu'elle avait peur d'ouvrir la porte. L'officier lui a donné son nom et son numéro de badge et lui a demandé de regarder par le Judas pour qu'elle puisse voir son uniforme. J'ai entendu le clic de la serrure et l'officier a dit qu'elle ouvrait la porte maintenant. Il m'a dit que Malia était en sécurité à l'intérieur et indemne. Juste très effrayée. J'ai demandé à lui parler, mais il a dit qu'il voulait d'abord faire une inspection complète de la maison pour s'assurer que tout était sûr. Il a dit que quelqu'un avait marché dehors avant d'après ce que Malia lui avait dit et qu'il devait vérifier la cour et toutes les pièces. J'étais encore à 10 minutes et mes mains tremblaient sur le volant. L'officier a dit qu'il resterait avec Malia jusqu'à ce que j'arrive et de ne pas m'inquiéter. Je l'ai remercié environ 5 fois et il a dit que ce n'était pas un problème et qu'il avait des enfants aussi. J'ai raccroché avec lui et j'ai immédiatement appelé mon voisin, Don Garner, qui vivait 3 maisons plus loin. Don a répondu tout de suite et je lui ai dit qu'il y avait une urgence et s'il pouvait aller attendre sur mon porche jusqu'à ce que je rentre. Je lui ai dit que Malia était en sécurité à l'intérieur avec la police, mais que j'avais besoin de quelqu'un de confiance à proximité. Don n'a posé aucune question. Il a juste dit qu'il serait là dans 2 minutes et qu'il ferait le guet. Le soulagement de savoir que Don serait là a rendu un peu plus facile de me concentrer sur la conduite sans heurter quoi que ce soit. J'ai continué à vérifier mon téléphone pour voir si Lee avait appelé, mais il n'y avait rien. L'hôpital était probablement encore en train de l'examiner et elle ne savait pas encore que Malia allait bien. J'ai grillé un autre feu rouge et j'ai tourné dans ma rue en allant beaucoup trop vite. J'ai pu voir la voiture de patrouille dans mon allée avec sa lumière toujours allumée et Don debout sur mon porche, l'air inquiet. J'ai garé ma voiture de travers dans l'allée et j'ai couru à l'intérieur sans même fermer la portière. Malia était assise sur le canapé, enveloppée dans une couverture avec l'officier debout à côté. Elle a bondi quand elle m'a vue et a couru pour me serrer si fort que je pouvais à peine respirer. Elle pleurait dans ma chemise et je l'ai juste serrée contre moi et lui ai dit qu'elle était en sécurité maintenant.
l'officier s'est présenté comme l'officier Logan et a dit qu'il avait vérifié toute la maison et la cour. Il a trouvé des empreintes de pas dans le parterre de fleurs sous la fenêtre de la chambre de Malia, mais il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction ou de danger actuel. Il a dit que les empreintes semblaient fraîches, probablement de l'heure ou des 2 heures précédentes. Il m'a donné un numéro de rapport et sa carte et m'a dit d'appeler le 911 immédiatement si quelque chose d'autre se passait ou si Wade apparaissait. Je l'ai remercié et il est parti, disant à Don dehors qu'il pouvait rentrer chez lui aussi maintenant. Après le départ de l'officier, je me suis assise sur le canapé avec Malia et je l'ai laissée pleurer jusqu'à ce qu'elle soit prête à parler. Elle m'a dit qu'elle avait entendu quelqu'un dehors à sa fenêtre juste au moment où Lee et moi partions pour le motel. Elle a dit qu'elle avait paniqué et s'était cachée dans son placard avec son iPad comme nous l'avions pratiqué. Quand elle a entendu ma voiture quitter l'allée, elle a eu encore plus peur et s'est enfermée dans la salle de bain. Elle est restée là jusqu'à ce qu'elle entende la police frapper et s'annoncer. Je lui ai dit qu'elle avait fait exactement ce qu'il fallait et que j'étais si fière d'elle d'avoir mémorisé notre plan de sécurité familiale. Elle a demandé où était Lee et si Wade allait revenir. Je lui ai dit que Lee était à l'hôpital en train d'être examiné par des médecins et que Wade n'avait plus le droit de s'approcher de nous. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Lee à l'hôpital. Elle a répondu à la première sonnerie et je lui ai dit que Malia était en sécurité à la maison avec moi. Lee a commencé à pleurer si fort qu'elle pouvait à peine parler. Elle n'arrêtait pas de dire que tout était de sa faute de ne pas avoir quitté Wade plus tôt et qu'elle était tellement désolée. Je lui ai dit fermement que rien de tout cela n'était de sa faute et que Wade était la seule personne responsable de ce qu'il avait fait. Elle a demandé si Malia allait vraiment bien et j'ai mis Malia au téléphone pour qu'elle puisse entendre la voix de sa sœur. Elles ont parlé pendant 1 minute et Malia a dit à Lee qu'elle l'aimait et que tout allait bien maintenant. Je suis revenue au téléphone et j'ai dit à Lee que je ferais un sac et amènerais Malia à l'hôpital pour que nous puissions toutes être ensemble. Elle a dit que ce serait bien et qu'il y avait quelqu'un là-bas qui voulait nous aider. J'ai fait un sac de nuit avec des vêtements et des brosses à dents pour Malia et moi, et nous sommes montés dans la voiture. Malia m'a tenu la main tout le long du chemin jusqu'à l'hôpital et n'a pas dit grand-chose. Quand nous sommes arrivés, une infirmière nous a dirigés vers la chambre de Lee et nous l'avons trouvée assise sur le lit en train de parler à une femme aux cheveux courts et bruns. Le visage de Lee s'est illuminé quand elle nous a vus et Malia a couru et l'a serré fort dans ses bras. La femme s'est présentée comme Charity Good et a dit qu'elle était une défenseure des victimes qui travaillait avec des personnes dans des situations comme celle-ci. Elle était calme et professionnelle et parlait à Lee comme à une personne normale au lieu de la traiter comme si elle était brisée. J'ai pu voir Lee se redresser tandis que Charity lui expliquait ses options pour les ordonnances de protection et les poursuites pénales. Charity a dit qu'il existait des lois spécifiques sur le chantage et les menaces et que ce que Wade avait fait était grave. Elle avait les documents prêts et a dit qu'elle aiderait Lee à chaque étape du processus. Malia s'est assise à côté de Lee sur le lit en lui tenant la main, et Lee a murmuré « Je suis désolée, encore et encore ». Malia l'a juste serré dans ses bras et a dit que tout allait bien. À ce moment-là, on a frappé à la porte et une femme en costume sombre est entrée et s'est présentée comme la détective Diana Rearen. Elle a été factuelle sans être froide ou cruelle. Elle a expliqué que le chantage avec des photos privées était un crime grave dans notre État et, combiné aux menaces contre les membres de la famille, Wade faisait face à de multiples chefs d'accusation de crime. Les mains de Lee tremblaient alors qu'elle commençait à donner sa déclaration, mais Charity s'est assise juste à côté d'elle et la détective Rearen a été patiente et lui a permis de prendre des pauses quand elle en avait besoin. Lee a décrit les 6 mois où Wade contrôlait tout ce qu'elle faisait et la critiquait et la tenait éloignée de ses amis. Elle a parlé des photos qu'il a prises et de la façon dont il a dit qu'il les partagerait si elle ne l'épousait pas et ne déménageait pas. Elle a décrit les menaces contre moi et Malia et à quel point elle avait peur tout le temps. La détective Rearen a tout noté et l'a enregistré sur un petit appareil. Quand Lee a eu terminé, la détective Rearen a posé des questions sur la preuve vidéo sur l'iPad de Malia. J'ai expliqué que j'avais trouvé les vidéos, mais que je n'y avais pas touché ni ne les avais copiées parce que je voulais m'assurer que la preuve serait bonne pour le tribunal. La détective Rearen a semblé impressionnée et a dit que c'était exactement la bonne chose à faire. Elle a dit que beaucoup de gens gâchaient accidentellement la preuve en essayant de la préserver de la mauvaise manière. Elle a fait en sorte qu'un spécialiste médico-légal nommé Jackson vienne chercher l'iPad demain et fasse une copie appropriée de tout ce qu'il contenait. Elle m'a donné un reçu pour l'appareil et a dit qu'ils en prendraient bien soin. Charity a dit que tout cela était un très bon progrès et que nous faisions tout correctement. Elle nous a donné sa carte et a dit qu'elle serait avec Lee pour chaque date d'audience et réunion.
J'ai senti que nous n'étions plus seuls et qu'il y avait en fait des gens qui savaient comment nous aider à traverser cela. Une travailleuse sociale de l'hôpital est entrée environ 20 minutes plus tard et a parlé à Lee de rester pour la nuit en observation à cause des ecchymoses et de tout ce qui s'était passé. La travailleuse sociale a été gentille et n'a pas fait sentir à Lee qu'elle était dramatique ou faible. Elle a suggéré que Malia et moi pourrions rester dans la salle familiale au bout du couloir afin que nous puissions toutes être ensemble au lieu de rentrer à la maison. Personne ne nous a demandé de partir, ni ne nous a fait sentir que nous prenions de la place. Cette validation a signifié plus que je ne pouvais l'exprimer avec des mots après avoir passé des mois à voir Lee se recroqueviller sous le contrôle de Wade. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Don pour le remercier d'avoir surveillé la maison, et je lui ai demandé s'il pouvait garder un œil sur les choses pendant la nuit. Il a répondu en quelques secondes en disant qu'il était heureux d'aider et qu'il ferait le tour de la cour avant de se coucher pour s'assurer que tout semblait sûr. Avoir un voisin en qui avoir confiance a rendu la décision de rester à l'hôpital plus facile. Charity s'est assise avec moi dans le couloir pendant qu'une infirmière aidait Lee et Malia à s'installer dans la chambre. Elle m'a expliqué le processus des ordonnances de protection d'urgence et a dit que nous pouvions déposer la demande tôt le matin. Les documents nécessitèrent des détails précis sur les menaces et le modèle de violence, mais Charity aiderait Lee à tout remplir. Elle m'a tendu sa carte de visite et a dit qu'elle serait l'avocate de Lee tout au long de ce processus, y compris assister aux audiences et nous aider à comprendre le système juridique. Elle m'a donné son numéro de téléphone portable et m'a dit d'appeler à tout moment, de jour comme de nuit, si nous avions des questions ou besoin de soutien. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé cette robe de mariée détruite, j'ai senti que nous n'étions pas seuls dans ce cauchemar. Il y avait en fait des gens qui savaient comment nous aider, qui voulaient nous aider et qui avaient les ressources pour faire une différence. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. La salle familiale avait un canapé-lit et quelques chaises, mais j'ai passé la majeure partie de la nuit assise et à veiller. Chaque bruit dans le couloir me faisait sursauter. Chaque pas devant notre porte faisait s'emballer mon cœur. Malia s'est blottie à côté de moi sur le canapé et a dormi par intermittence, gémissant dans ses rêves. Vers minuit, j'ai regardé Lee par la fenêtre de sa porte et je l'ai vue fixant le plafond avec des larmes coulant sur son visage. Elle n'a pas dormi pendant des heures. Je pouvais voir sa poitrine se soulever et s'abaisser trop rapidement, comme si elle ne pouvait pas reprendre son souffle. Finalement, vers 3 heures du matin, l'épuisement a eu raison d'elle et elle s'est endormie. J'ai profité du silence pour écrire tout ce qui s'était passé la veille. J'ai documenté les heures, les noms et les mots exacts que les gens avaient prononcés parce que la détective Rearen m'avait dit que la documentation serait importante pour l'affaire. Ma main me faisait mal d'écrire, mais j'ai continué. Chaque détail comptait. Le matin, la détective Rearen a appelé mon portable vers 7 heures. Elle a dit qu'ils avaient essayé de localiser Wade, mais qu'il n'était pas rentré chez lui et ne s'était pas présenté à son travail. Sa voiture n'était pas non plus dans les endroits habituels. Elle a demandé si Lee connaissait d'autres endroits où il pourrait aller. J'ai réveillé Lee et j'ai mis la détective sur haut-parleur. La voix de Lee s'est brisée lorsqu'elle a dit que Wade restait parfois chez son ami de l'autre côté de la ville lorsqu'ils se disputaient. Elle a donné l'adresse à la détective. La détective Rearen l'a remerciée et a dit qu'ils vérifiaient de plusieurs pistes et qu'ils avaient des officiers qui surveillaient l'appartement et le lieu de travail de Wade. Elle nous a fermement rappelé de ne pas essayer de contacter Wade nous-mêmes sous aucune circonstance. S'il communiquait avec nous, nous devions appeler le 911 immédiatement et ne répondre à aucun message. Charity est arrivée à l'hôpital vers 9 heures, avec un dossier rempli de documents pour l'ordonnance de protection d'urgence. Elle s'est assise avec Lee à la petite table de sa chambre et l'a aidé à remplir chaque section avec des détails spécifiques sur les menaces, le chantage et le modèle d'abus au cours des 6 derniers mois. Lee a dû décrire les photos intimes que Wade avait prises sans son plein consentement. Elle a dû écrire exactement ce qu'il a dit lorsqu'il a menacé de les partager. Elle a dû expliquer comment il l'avait isolée de ses amis et contrôler ce qu'elle portait et où elle allait. J'ai vu ses mains trembler alors qu'elle écrivait, mais sa mâchoire était serrée avec une détermination que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste écrit la vérité avec des mots clairs et simples. Quand elle a eu fini, elle a signé son nom au bas de chaque page avec fermeté. Charity a été témoin de la signature et a tout mis en ordre pour le dépôt. L'hôpital a donné son congé à Lee vers 11 heures, avec un ensemble d'instructions pour les soins de suivi et une référence à une thérapeute qui travaillait avec des survivantes de violences domestiques. Nous avons décidé qu'elle resterait à la maison avec Malia et moi plutôt que de retourner à son appartement. L'idée qu'elle soit seule quelque part me donnait mal au ventre. Je l'ai aidée à monter dans ma voiture
et elle bougeait lentement comme si tout lui faisait mal. Malia est montée sur le siège arrière et a immédiatement attrapé la main de Lee. Elles n'ont pas dit grand-chose pendant le trajet vers la maison, mais Malia s'est juste accrochée fermement. Ce simple geste d'une enfant de 9 ans protégeant sa sœur aînée m'a serré la gorge. À la maison, j'ai fait une vérification complète de toutes les portes et fenêtres avant de laisser les filles entrer. J'ai parcouru chaque pièce en regardant dans les placards et derrière les portes. Tout était verrouillé et sécurisé. Les empreintes sous la fenêtre de Malia étaient toujours visibles dans la terre à l'extérieur. J'ai pris plusieurs photos avec mon téléphone sous différents angles. J'ai ensuite appelé une entreprise de sécurité pour installer des caméras et de meilleures serrures sur toutes les portes. La femme qui a répondu a dit qu'ils étaient complets pour la semaine suivante. Mais lorsque j'ai expliqué la situation, elle m'a mise en attente et est revenue en disant qu'ils pouvaient la marquer comme urgente et envoyer quelqu'un demain matin. Je lui ai donné notre adresse et je l'ai remercié probablement un peu trop. Jackson Choi de l'unité médico-légale de la police est arrivé vers 14 heures pour récupérer l'iPad de Malia. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais et avait un ton de voix doux qui a immédiatement mis Malia à l'aise. Il s'est agenouillé à sa hauteur et lui a expliqué exactement ce qu'il allait faire avec l'iPad. Il lui a montré le sac de preuves et le formulaire de chaîne de traçabilité. Il l'a traité comme si sa contribution était vraiment importante au lieu de juste lui tapoter la tête et de parler par-dessus elle. Malia s'est suffisamment détendue pour lui parler des autres vidéos qu'elle avait enregistrées au cours des dernières semaines. Les yeux de Jackson se sont légèrement écarquillés, mais il a juste hoché la tête et l'a remerciée d'être si courageuse et intelligente. Il lui a dit que les vidéos aideraient à garantir que Wade ne puisse plus faire de mal à personne. Après son départ, Malia m'a demandé si elle avait fait ce qu'il fallait, et je l'ai serré très fort et lui ai dit que oui, absolument. Je me suis assise avec les 2 filles à la table de la cuisine et nous avons parlé de ce qui allait se passer ensuite. Je leur ai expliqué qu'il y aurait des audiences et potentiellement un procès. Je leur ai dit qu'il était probable que Wade soit arrêté bientôt, mais que nous devions être prêtes à ce que ce soit un long processus. Malia a demandé si Wade irait en prison, et je lui ai dit honnêtement que je ne savais pas encore. Le système juridique était compliqué. Mais j'ai promis que nous faisions tout ce qu'il fallait pour assurer la sécurité de tout le monde. Lee a fixé ses mains et a dit qu'elle avait peur de ce que Wade pourrait faire lorsqu'il apprendrait l'ordonnance de protection. Je lui ai rappelé que la détective Riren et Charity et toutes ces personnes étaient de notre côté maintenant. Nous n'affrontions plus cela seuls. La détective Riren a appelé cet après-midi-là vers 16 heures. Elle a dit qu'ils avaient localisé Wade chez son ami et que des officiers se préparaient à l'emmener pour l'interroger. Elle nous a averti qu'il serait probablement libéré sous caution initialement parce que c'était ainsi que le système fonctionnait. Mais l'ordonnance de protection lui interdirait légalement de contacter Lee ou de s'approcher de notre maison. S'il la violait ne serait-ce qu'une seule fois, il serait immédiatement arrêté. J'ai senti mon estomac se tordre à l'idée qu'il soit libre et quelque part. Mais la confiance tranquille de la détective Riren a aidé. Elle a dit que le système avait des mesures de protection et que nous avions tout fait correctement jusqu'à présent. Elle nous appellerait après que Wade aurait été traité et que nous en saurions plus sur les accusations et les conditions de la caution. Le téléphone de Lee a commencé à sonner sur la table de la cuisine environ 1 heure plus tard. Elle l'a fixé tandis que message après message illuminait l'écran et je pouvais voir ses mains commencer à trembler. Des invités au mariage demandaient ce qui s'était passé, où elle était, si tout allait bien. Certains messages étaient gentils et inquiets. D'autres semblaient indiscrets et curieux. Lee a pris le téléphone et les a fait défiler avec des larmes qui se formaient dans ses yeux. Son visage est devenu pâle alors qu'elle lisait des dizaines de notifications de personnes qui s'attendaient à un mariage aujourd'hui. Charity nous avait averti que cela se produirait lorsque nous nous étions rencontrés à l'hôpital. Elle avait même écrit un script simple que Lee pourrait envoyer lorsqu'elle se sentirait prête. Quelque chose sur le fait que le mariage était annulé pour des raisons personnelles et demandant de l'intimité. Mais Lee n'était pas encore prête. Elle a éteint complètement le téléphone et l'a posé face contre table. Nous nous sommes assises ensemble dans le salon avec Malia blottie entre nous en regardant un film et j'ai continué à me rappeler que nous devions juste traverser 1 heure à la fois. Ce soir-là, vers 19 heures, mon téléphone a sonné avec le nom de Rachel affiché à l'écran. Elle a demandé si Lee allait bien car elle avait appris par des amis communs que le mariage était annulé. J'ai regardé Lee et lui ai demandé doucement si elle voulait parler à Rachel. Lee est restée figée pendant un long moment, fixant ses mains. Puis elle a hoché la tête lentement. Je lui ai tendu mon téléphone et je suis sortie de la pièce pour leur donner de l'intimité, emmenant Malia à l'étage pour la préparer à se coucher. Quand je suis revenue 20 minutes plus tard,
Lee était toujours au téléphone, mais quelque chose avait changé sur son visage. Elle pleurait, mais elle souriait aussi légèrement. Le premier vrai sourire que j'avais vu depuis des jours. Elle a raccroché et m'a serré fort, disant que Rachel venait demain matin et qu'elle était désolée pour tout ce que Wade avait fait pour l'éloigner. Rachel est arrivée le lendemain matin à 9h avec du café et des bagels de l'endroit que Lee adorait, avant que Wade ne décide qu'il n'aimait pas qu'elle y mange. Elles se sont assises dans la cour arrière pour parler pendant plus d'1 heure, pendant que je nettoyais la cuisine et que je les surveillais par la fenêtre. Quand elles sont rentrées, Rachel m'a fait une longue accolade et a dit qu'elle avait des SMS et des emails de Wade qui remontaient à des mois. Ils montrèrent son comportement de contrôle, la façon dont il a isolé Lee de ses amis, les choses méchantes qu'il a dites à propos des gens qui se soucièrent d'elle. Rachel voulait tout donner à la détective Rieren si cela aidait à construire l'affaire. J'ai ressenti une vague de soulagement et de gratitude pour cette amie qui n'avait jamais cessé de se soucier, même si Wade avait travaillé si dur pour l'éloigner. La compagnie de sécurité est arrivée vers midi avec une camionnette pleine d'équipements. Le technicien a passé 2 heures à installer une sonnette vidéo qui enregistrerait toute personne s'approchant de la porte d'entrée. Il a mis des lumières à détecteur de mouvement sur tous les côtés de la maison et des alarmes de fenêtres sur chaque fenêtre du rez-de-chaussée. Il m'a montré comment utiliser l'application sur mon téléphone pour tout surveiller en temps réel. Je pouvais recevoir des alertes si un capteur se déclenchait, regarder la vidéo en direct de la caméra de la sonnette et même parler par le haut-parleur si quelqu'un était à la porte. Il a ajouté le numéro de Don comme contact d'urgence afin qu'il soit averti si une alarme se déclenchait lorsque je n'étais pas à la maison. Malia a regardé toute l'installation avec de grands yeux, posant des questions sur le fonctionnement des capteurs et ce qui se passerait si quelqu'un essayait d'entrer. Le fait d'avoir ces mesures de sécurité visibles semblait soulager une partie de son inquiétude. Elle a testé la caméra de la sonnette en sortant et en la saluant, puis en courant pour se voir sur l'écran de mon téléphone. La détective Rieren a appelé vers 15h cet après-midi-là. Wade avait été emmené pour interrogatoire et il le détenait pour les accusations de chantage et de menaces pendant qu'il montait à l'affaire complète. Elle a expliqué que Lee devrait venir au poste demain pour donner une déclaration formelle enregistrée en vidéo. L'enregistrement vidéo serait crucial pour l'accusation, car il capterait son récit dans ses propres mots avec toute l'émotion et les détails frais. Elle a recommandé d'amener Charity pour la soutenir pendant la déclaration. L'accusation prenait cela très au sérieux, a dit la détective Rieren, surtout compte tenu des antécédents de Wade avec Valérie. Je l'ai remerciée et j'ai promis que nous serions là le matin. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai trouvé l'ancien compte de médias sociaux de Valérie que j'avais regardé quelques jours plus tôt. Je lui ai envoyé un message prudent expliquant qui j'étais et que Wade avait blessé ma fille d'une manière qui ressemblait beaucoup à ce qu'elle avait vécu. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucune pression pour répondre et que je comprenais si elle voulait rester à l'écart de tout ce qui impliquait Wade. Mais j'ai inclus les coordonnées de la détective Rieren au cas où elle serait disposée à partager son expérience avec la police. Je ne m'attendais pas à une réponse, encore moins rapidement. Mais Valérie a répondu dans l'heure, disant qu'elle parlerait à la détective. Et qu'elle était tellement désolée que cela arrive à une autre famille. Elle a dit qu'elle s'était demandé si Wade referait cela à quelqu'un d'autre, et qu'elle voulait aider de toutes les manières possibles. Cette nuit-là, je suis restée éveillée au lit, fixant le plafond, et pensant à tous les signes que j'avais manqués au cours des 6 derniers mois. Toutes les fois où Lee semblait stressée ou distante, et j'avais juste supposé que c'était la pression normale de la planification du mariage. Les fois où elle avait annulé des plans avec moi pour rester à la maison avec Wade. La façon dont elle avait cessé de parler de ses amis, ou de son travail, ou de quoi que ce soit d'autre que des détails du mariage. La culpabilité me serrait la poitrine et rendait la respiration difficile. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce que Charity avait dit à l'hôpital à propos des abuseurs qui étaient doués pour cacher leur comportement et isoler leurs victimes. C'est ce qu'ils font, avait-elle expliqué. Ils font en sorte que cela paraisse normal pour tout le monde à l'extérieur pendant qu'ils déchirent quelqu'un en privé. Je ne pouvais pas changer le passé ni revenir en arrière et voir ce que j'avais manqué. Mais je pouvais m'assurer que nous fassions tout correctement à partir de ce moment pour assurer la sécurité de ma fille et faire en sorte que Wade réponde de ce qu'il avait fait. Le matin, Lee et moi sommes allés au poste de police avec Charity, nous rejoignant là-bas. La détective Rieren nous a conduites dans une petite pièce avec une caméra installée et des chaises confortables. Elle a expliqué le processus doucement, disant à Lee qu'elle pouvait prendre des pauses quand elle en avait besoin et que cette vidéo serait conservée en toute sécurité
et utilisée uniquement pour l'affaire juridique. Lee s'est assise devant la caméra avec Charity à ses côtés, juste en dehors du champ. Elle a pris une profonde inspiration et a commencé à tout décrire. Le contrôle croissant sur qui elle pouvait voir et où elle pouvait aller. L'abus verbal qui a commencé petit mais est devenu de plus en plus grave. L'intimidation physique lorsqu'il se mettait devant son visage ou lui attrapait le bras, et finalement le chantage avec les photos intimes qu'il avait prises et menacé de partager si elle ne l'épousait pas et ne déménageait pas à l'autre bout du pays. Sa voix tremblait, mais elle ne s'est pas effondrée. Elle a réussi à faire toute la déclaration en une seule prise, ses mains serrant les accoudoirs de la chaise, mais sa voix ferme. Quand elle a eu fini, la détective Ray Oren l'a remerciée pour son courage et a dit que cette déclaration serait cruciale pour l'accusation. Jackson Choi nous a rencontrés juste après dans une pièce différente. Il avait l'iPad de Malia avec lui et avait terminé son analyse complète des vidéos. Il y avait 4 enregistrements distincts documentant les abus de Wade au cours des dernières semaines. Celui où il lui a attrapé le bras et a menacé de l'humilier au mariage. Un autre où il lui disait qu'elle ne valait rien et que personne d'autre ne voudrait jamais d'elle. Un troisième où il lui montrait les photos sur son téléphone et disait qu'il les enverrait à tous ceux qu'elle connaissait si elle essayait de partir. Et un quatrième d'il y a seulement 3 jours où il lui disait qu'il quitterait l'État juste après le mariage, qu'elle le veuille ou non. Jackson avait déjà fourni des copies à l'accusation et à la détective Riren. Il nous a assuré que la preuve était solide et serait recevable au tribunal. Lee a regardé les vidéos avec des larmes coulant sur son visage, voyant sa propre souffrance de l'extérieur pour la première fois. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne réalisait pas à quel point cela avait l'air mauvais, à quel point elle avait l'air effrayée, à quel point il avait de l'emprise sur elle. Nous sommes rentrés à la maison en silence, Lee fixant la fenêtre. Cet après-midi-là, une femme nommée Lisa Yoon a appelé mon téléphone. Elle s'est présentée comme la procureure assignée à l'affaire Wade. Elle a expliqué qu'il portait des accusations formelles comprenant l'extorsion, le harcèlement, la voie de fait et la violation des lois sur la vie privée liées aux photos intimes. L'audience de mise en liberté sous caution de Wade était prévue pour le lendemain. Et bien qu'il soit susceptible d'être libéré sous condition, l'ordonnance de protection serait strictement appliquée. Il pourrait demander un suivi GPS si le juge acceptait que cela soit nécessaire, compte tenu des menaces contre Malia. La voix de Lisa était confiante et minutieuse alors qu'elle m'expliquait ce qui allait se passer ensuite. Elle a posé des questions détaillées sur la chronologie et les preuves. Elle a dit qu'elle avait examiné le rapport médico-légal de Jackson et la déclaration vidéo de Lee et qu'elle pensait qu'ils avaient une affaire très solide. La façon dont elle parlait me faisait sentir que cela était pris au sérieux, que nous n'étions pas juste un autre dossier pour elle. Elle a promis d'appeler juste après l'audience de cautionnement demain pour nous informer du résultat et des conditions spécifiques de la libération de Wade. La détective Riaren a appelé le lendemain matin avant l'audience de cautionnement pour nous dire que Valérie avait donné sa déclaration la nuit précédente. Elle avait parlé pendant plus d'1 heure du modèle de contrôle de Wade, de la façon dont il l'avait isolé de ses amis et de sa famille, de la façon dont il avait menacé son petit frère lorsqu'elle avait essayé de partir. La détective a dit que Valérie avait décrit Wade se présentant à l'école de son frère, prenant des photos, faisant des commentaires sur la façon dont des accidents arrivent aux enfants qui n'ont pas la surveillance appropriée. Lee était assise à la table de la cuisine en m'écoutant raconter les détails, et ses mains ont cessé de trembler pour la première fois depuis des jours. Elle m'a regardée et a dit qu'elle n'était pas folle, que c'était réel, que Wade l'avait déjà fait à quelqu'un d'autre. Cette validation a semblé redresser sa colonne vertébrale d'une certaine manière, comme si le fait de savoir qu'elle n'était pas la première victime la rendait moins seule et plus déterminée à s'assurer qu'il n'y en ait pas une autre après elle. Nous nous sommes rendus au tribunal pour l'audience de cautionnement de Wade avec Charity, nous rejoignant sur le parking. À l'intérieur, Lisa Yoon était déjà à la table du procureur, organisant ses dossiers. Wade était assis à la table de la défense avec son avocat à ses côtés, et il ne nous a pas regardés lorsque nous sommes entrés. Le juge a appelé l'affaire, et Lisa s'est levée pour plaider en faveur d'une caution élevée et de conditions strictes. Elle a exposé les menaces contre Malia, le chantage avec des photos intimes, le modèle d'abus documenté par l'expérience similaire de Valérie. Elle a demandé une caution de 50 000 $, un suivi GPS, une restriction de distance de 500 pieds de notre maison et du lieu de travail de Lee, et absolument aucun contact avec aucune de nous. L'avocat de Wade s'est levé et a qualifié cela d'excessif, affirmant que son client n'avait pas de casier judiciaire et avait de solides liens avec la communauté.
Le juge a regardé le dossier devant lui, puis Wade, et est revenu à Lisa. Il a fixé la caution à 50 000 $ exactement comme demandé, a ordonné le moniteur de cheville GPS, a imposé les restrictions de distance et a clairement indiqué que toute violation entraînerait une révocation immédiate. Le visage de Wade est devenu rouge, mais il est resté silencieux pendant que son avocat prenait des notes. Cet après-midi-là, j'étais en train de préparer le déjeuner lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. La compagnie de surveillance GPS appelait pour confirmer que Wade avait payé la caution par l'intermédiaire de ses parents et qu'il venait de terminer l'installation de son moniteur de cheville. La représentante a expliqué que nous serions immédiatement avertis s'il violait les restrictions de distance ou tentait de retirer l'appareil. Elle m'a donné un numéro de référence et une ligne directe 24 heures sur 24 à appeler en cas de préoccupation. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché, puis je suis restée dans ma cuisine, sentant la tension revenir dans mes épaules, sachant que Wade était là quelque part. La détective Riren a appelé 20 minutes plus tard pour prendre de nos nouvelles, s'assurant que nous comprenions les termes de l'ordonnance de protection et nous rappelant d'appeler le 911 immédiatement en cas de violation. Elle a dit que les officiers de patrouille de notre région avaient été informés de la situation et augmenteraient leur présence dans notre rue. Don est venu ce soir-là pour installer des lumières supplémentaires à détecteur de mouvement autour du périmètre de la maison, et je l'ai regardé travailler pendant que Malia faisait ses devoirs à la table de la cuisine, et que Lee regardait son téléphone comme si elle s'attendait à ce que Wade appelle à tout moment. Le lendemain, j'ai emmené Lee à son premier rendez-vous thérapeutique avec la Sarah Logan, qui se spécialisait dans les traumatismes liés à la violence domestique. J'ai attendu dans le hall pendant 1 heure, lisant le même article de magazine 3 fois sans rien retenir. Lee est sortie l'air épuisé, mais d'une certaine manière plus légère, comme si elle avait déposé quelque chose de lourd. Sur le chemin du retour, elle m'a dit que cela l'avait aidée de parler à quelqu'un qui comprenait que partir n'était pas aussi simple que de s'en aller. Que la Logan ne l'avait pas jugée d'être restée si longtemps, ni demandé pourquoi elle n'en avait parlé à personne plus tôt. La thérapeute lui avait donné quelques techniques d'ancrage pour les moments où l'anxiété devenait accablante, des façons de se concentrer sur sa respiration et de revenir au moment présent au lieu de sombrer dans des spirales de peur. Ce soir-là, Lee les a pratiqués avec Malia, qui a trouvé que les exercices de respiration étaient un peu comme un jeu, et a fait rire Lee en y ajoutant des effets sonores dramatiques. 2 jours plus tard, j'ai rencontré la conseillère scolaire de Malia pour discuter de la façon dont elle traitait tout cela. Nous nous sommes assises dans un petit bureau avec des affiches gaies sur les murs pendant que Malia colorait à une table d'appoint. La conseillère et moi avons élaboré un plan de sécurité pour l'école, comprenant des mots-clés que Malia pourrait utiliser si elle avait peur, et des adultes, sûrs désignés, vers qui elle pourrait se tourner immédiatement. Malia a admis qu'elle faisait des cauchemars où Wade venait chercher Lee, et la conseillère lui a donné des moyens adaptés à son âge de gérer ses peurs, y compris un animal en peluche spécial à garder dans son lit, et un journal où elle pourrait dessiner ses sentiments au lieu de les garder à l'intérieur. Nous avons convenu de vérifications hebdomadaires pour suivre son évolution au fur et à mesure que le processus légal progressait, et la conseillère a promis de se coordonner avec l'enseignante de Malia pour surveiller tout signe d'anxiété accrue ou de changement de comportement. Jackson m'a appelé l'après-midi suivant avec une mise à jour sur l'informatique légale. Il avait trouvé des preuves que Wade avait téléchargé les photos intimes sur un compte de stockage en ligne, mais il n'y avait aucune indication qu'il les avait partagées avec qui que ce soit d'autre ou publiées quelque part en public. L'accusation utilisait cette information comme levier dans les négociations de plaidoyer, précisant que toute distribution ajouterait des accusations fédérales importantes pour vengeance pornographique. Lee était dans la pièce lorsque j'ai mis l'appel sur haut-parleur, et j'ai vu le soulagement inonder son visage, sachant que les photos n'avaient pas été partagées, suivies immédiatement d'une nouvelle anxiété, sachant qu'elles existaient toujours quelque part hors de son contrôle. Jackson nous a assuré que le compte en ligne avait été saisi comme preuve et que Wade n'y avait plus accès. Mais Lee a juste hoché la tête et est allé dans sa chambre. Rachel est venue ce week-end pour aider Lee à rédiger un message simple à envoyer aux invités du mariage. Elles se sont assises à la table de la salle à manger avec l'ordinateur portable de Lee entre elles, tapant, effaçant et tapant à nouveau. Le message final expliquait que le mariage était annulé en raison de problèmes de sécurité personnelle et demandait de l'intimité pendant cette période difficile. Elles ne sont pas entrées dans les détails, mais le message était suffisamment clair pour que la plupart des gens comprennent que quelque chose de grave s'était produit. Lee a appuyé sur « Envoyer », puis a fermé son ordinateur portable rapidement,
comme si elle ne pouvait pas supporter de voir les réponses arriver. Au cours des jours suivants, quelques amis proches l'ont contactée avec leur soutien, et Lee a été surprise par le nombre de personnes qui ont dit qu'elles s'étaient inquiétées pour elle. Mais ne savait pas comment aider ou sentait que Wade avait rendu impossible de l'approcher. 2 semaines après l'incident du motel, Lee a demandé si nous pouvions regarder ensemble les restes de sa robe de mariée. Nous avons étalé le tissu déchiré sur son lit et elle a pleuré sur les cristaux détruits et la soie en lambeaux. Elle pleurait non seulement le sort de la robe, mais aussi l'avenir qu'elle pensait construire avec Wade. Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai laissée pleurer sans essayer de réparer ou d'améliorer les choses. Juste être présente pendant qu'elle faisait son deuil. Puis elle a commencé à retirer soigneusement certaines des broderies intactes, de petites sections où les cristaux étaient encore attachés au tissu sans dommage. Elle a dit qu'elle pourrait peut-être les utiliser pour autre chose un jour, quelque chose qui n'appartiendrait qu'à elle et n'aurait rien à voir avec Wade. Cela ressemblait à un petit pas vers la récupération de ce qu'il avait essayé de détruire, récupérant quelque chose de beau des restes. La détective Riaren a appelé quelques jours plus tard pour nous informer que le moniteur GPS de Wade l'avait montré en train de conduire dans notre rue 3 fois en une nuit. Il était techniquement resté en dehors de la limite de 500 pieds, mais il testait clairement les limites de la restriction. Elle avait déjà déposé un rapport documentant le comportement et avait averti l'avocat de Wade que toute tentative supplémentaire de tester les limites entraînerait une révocation immédiate de la caution. Le procureur a ajouté cette information à son dossier, montrant les tentatives d'intimidation continue de Wade, même lorsqu'il portait le moniteur. J'ai augmenté la surveillance des caméras de sécurité sur mon téléphone et je me suis assuré que toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées chaque nuit, me levant parfois plusieurs fois pour vérifier à nouveau. Charity a appelé Lee la semaine suivante au sujet d'un groupe de soutien pour les survivantes de violences domestiques qui se réunissait le jeudi soir dans un centre communautaire du centre-ville. Lee était nerveuse d'y aller, inquiète de partager son histoire avec des étrangers ou d'entendre parler du traumatisme des autres, mais elle a accepté d'essayer une réunion avec Charity l'accompagnant. Elle est rentrée à la maison 2 heures plus tard et m'a dit qu'il était difficile d'entendre les histoires des autres femmes. Certaines pires que la sienne, mais aussi réconfortant de savoir qu'elle n'était pas seule dans ce qu'elle avait vécu. Une femme du groupe avait traversé une situation de chantage similaire avec des photos intimes et a proposé de parler à Lee en privé de la façon dont elle s'en était sortie et s'était finalement sentie à nouveau en sécurité. Lee a pris le numéro de la femme et a dit qu'elle l'appellerait quand elle serait prête. Quelques jours plus tard, Jackson a appelé avec son rapport médico-légal complet. Il avait passé des heures à parcourir l'ordinateur portable de Wade et a trouvé un historique de recherche qui m'a retourné l'estomac. Wade avait cherché comment cacher de l'argent dans des comptes offshore, comment éviter d'être suivi en suivant quelqu'un et comment utiliser des photos privées pour contrôler un partenaire. Jackson m'a expliqué chaque découverte au téléphone, sa voix calme et professionnelle pendant qu'il m'expliquait ce que signifiaient les termes de recherche. Le procureur pourrait utiliser cela pour prouver que Wade avait tout planifié, que ce n'était pas seulement de la colère ou une erreur, mais une manipulation minutieuse. Lisa Yoon a appelé juste après Jackson pour dire que cette preuve rendait un accord de plaidoyer favorable beaucoup moins probable. L'avocat de Wade aurait du mal à faire valoir que son client avait simplement fait de mauvais choix lorsque l'ordinateur portable montrait des mois de recherche sur les tactiques de contrôle. J'ai remercié Jackson pour son travail minutieux et j'ai raccroché en me sentant mal. Mais aussi soulagée que quelqu'un ait documenté le modèle de Wade si clairement. Le lendemain matin, la détective Riaren s'est arrêtée avec un message de Valérie. Elle avait écrit qu'elle était prête à témoigner si l'affaire allait au procès, et elle voulait que Lee sache qu'elle la croyait et la soutenait. Lee a lu le message 2 fois, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle tenait le papier. Elle a demandé à la détective Riaren si elle pouvait répondre, et la détective a dit qu'elle serait heureuse de transmettre une réponse. Lee s'est assise à la table de la cuisine et a écrit pendant 20 minutes, remerciant Valérie pour son courage et disant que cela l'aidait de savoir qu'elle n'était pas la seule personne que Wade avait blessée de cette manière. Il y avait quelque chose de puissant dans le fait que 2 femmes qui avaient survécu au même homme se connectaient à travers le temps et la douleur. La détective Riaren a pris la lettre et a promis de la livrer cet après-midi-là. Lee et Valérie ont convenu par leur message de se rencontrer en personne une fois que l'affaire légale serait plus avancée, lorsqu'elles pourraient parler face à face au lieu de passer par des mots écrits. 3 semaines se sont écoulées avec la préparation du tribunal et les séances de thérapie remplissant la plupart de nos journées. Puis Lisa Yoon a appelé pour dire qu'ils étaient prêts à proposer à Wade un accord de plaidoyer. Il pouvait plaider coupable d'extorsion et de harcèlement,
accepter une ordonnance de non-contact permanente, suivre un programme pour les agresseurs et purger une période de probation avec une peine de prison possible s'il enfreignait des règles. L'avocat de Wade a demandé du temps pour y réfléchir, mais Lisa a précisé que l'offre avait une date limite. Si Wade refusait, ils iraient au procès avec des accusations beaucoup plus graves sur la table. Elle m'a expliqué cela en premier, puis a demandé si Lee était prête à entendre les détails. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour que Lee puisse écouter pendant que Lisa décrivait chaque terme de l'accord. L'ordonnance de non-contact serait permanente, ce qui signifie que Wade ne pourrait plus jamais contacter Lee pour quelque raison que ce soit. Le programme durerait 6 mois et l'obligerait à assister à des séances hebdomadaires sur les abus et le contrôle. La probation serait de 5 ans avec des contrôles réguliers et des tests de dépistage de drogue. Lisa a dit que l'alternative était le procès, ce qui pourrait entraîner une peine de prison réelle, mais signifierait également des mois de stress et d'incertitude supplémentaires. Lee a passé les 2 jours suivants à réfléchir à ce qu'elle voulait. Une partie d'elle voulait que Wade subisse la pire punition possible, qu'il aille en prison et perde des années de sa vie de la même manière qu'il avait essayé de lui prendre la sienne, mais une autre partie voulait juste que cela se termine pour qu'elle puisse passer à autre chose sans qu'il ne plane au-dessus de tout. Elle a eu une séance avec Sarah Logan où elles ont discuté des 2 options. Sarah lui a rappelé qu'il n'y avait pas de mauvais choix, que tout ce qu'elle décidait était valable et juste pour sa situation. Lee est rentrée de ce rendez-vous l'air fatigué mais plus calme. Charity s'est arrêtée ce soir-là et a expliqué les résultats réalistes des 2 options. Un accord de plaidoyer signifiait la certitude et une conclusion en quelques semaines. Un procès signifiait des mois de préparation, témoigner devant Wade, être contre-interrogé par son avocat et aucune garantie d'un meilleur résultat. Lee a écouté attentivement et a posé des questions sur ce à quoi ressemblerait réellement chaque voix au quotidien. Une semaine plus tard, Lisa Yoon a appelé avec la nouvelle que Wade avait rejeté l'accord de plaidoyer. Apparemment, son avocat pensait qu'ils pouvaient gagner au procès ou obtenir une meilleure offre s'ils attendaient. La voix de Lisa était ferme lorsqu'elle nous a dit que cela signifiait se préparer pour le procès, ce qui pourrait prendre plusieurs mois dans le calendrier du tribunal. Elle a dit qu'elle était confiante dans la solidité des preuves entre le rapport médico-légal de Jackson, les vidéos de l'iPad de Malia et la volonté de Valérie de témoigner. Lee a pris une profonde inspiration quand je le lui ai dit et a dit qu'elle était prête à témoigner si c'était ce qu'il fallait. J'ai regardé ma fille assise en face de moi à la table de la cuisine, la mâchoire serrée par la détermination, et j'ai été émerveillée par son courage, même si je souhaitais qu'elle n'ait pas à être aussi forte. Elle avait déjà traversé tant de choses, et maintenant elle devait faire face à des mois de procédures judiciaires supplémentaires et finalement s'asseoir dans une salle d'audience avec Wade présent. La même semaine, Lee a décidé qu'elle devait chercher un nouvel emploi. Wade savait où elle travaillait, et même s'il avait le moniteur GPS, elle ne s'y sentait plus en sécurité. Rachel est venue ce samedi-là, et elles ont passé des heures à mettre à jour le CV de Lee et à pratiquer des questions d'entretien. Rachel avait de l'expérience en recrutement dans son entreprise et savait ce que les employeurs recherchaient. Elles ont travaillé sur la façon dont Lee pourrait expliquer qu'elle quittait son emploi actuel, sans entrer dans les détails sur Wade. En 2 semaines, Lee avait 3 entretiens de prévus. L'un d'eux était avec une petite boutique du centre-ville spécialisée dans les retouches personnalisées et les pièces originales occasionnelles. Le visage de Lee s'est illuminé lorsqu'elle a parlé de cet entretien d'une manière que je n'avais pas vue depuis des mois. La propriétaire avait regardé des photos de la robe de mariée que Lee avait faite et avait été impressionnée par le travail de perlage détaillé et la construction. La boutique a appelé 3 jours plus tard pour offrir le poste à Lee. Sa nouvelle patronne était une femme nommée Jenny qui dirigeait le magasin depuis 15 ans et qui a compris lorsque Lee a expliqué qu'elle aurait besoin de flexibilité pour les dates d'audience pendant une affaire légale en cours. Jenny n'a pas demandé de détails et a juste dit qu'elle s'adapterait à ce dont Lee avait besoin. Lee a commencé le lundi suivant et est rentrée à la maison ce premier jour avec des échantillons de tissus et des histoires sur le projet sur lequel elle travaillerait. Je l'ai regardée étaler de la soie et de la dentelle sur la table de la salle à manger, montrant à Malia différents types de coutures et comment assortir les couleurs de fil au tissu. Leurs rires ont rempli la maison alors que Malia essayait ses premières tentatives de couture droite sur des chutes de tissu. C'était le meilleur son que j'avais entendu depuis des semaines. Juste mes filles appréciant quelque chose de créatif ensemble sans peur ni tension pesant sur elles. 2 semaines après que Lee ait commencé son nouvel emploi, la détective Rearan a appelé avec des nouvelles urgentes.
Wade avait violé sa surveillance GPS en retirant son bracelet de cheville pendant plusieurs heures avant de le remettre. La société de surveillance avait immédiatement alerté le tribunal lorsque le signal s'est coupé. L'avocat de Wade a essayé de faire valoir qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement technique, mais le bracelet montrait des signes évidents d'avoir été coupé puis remis. C'était une violation directe de ses conditions de cautionnement. Lisa Yoon a déposé une motion pour révoquer la caution le jour même et le juge a tenu une audience le lendemain matin. J'ai accompagné Lee au tribunal et nous nous sommes assises dans la galerie pendant que le juge examinait les preuves. L'avocat de Wade a fait valoir que son client avait commis une erreur et ne recommencerait pas, mais le juge n'était pas intéressé par les excuses. Il a révoqué la caution immédiatement et a ordonné que Wade soit placé en détention jusqu'au procès. Il resterait en prison maintenant, incapable de blesser qui que ce soit, de tester les limites ou de conduire dans notre rue. Le soulagement que j'ai ressenti était si fort qu'il m'a presque renversé. Wade était enfin dans un endroit où il ne pouvait pas regarder, attendre ou planifier. Avec Wade derrière les barreaux, la tension constante dans notre maison a commencé à s'alléger. Malia a dormi toute la nuit sans cauchemar pour la première fois depuis des semaines. Je l'entendais respirer profondément dans sa chambre lorsque j'allais la voir avant de me coucher, son visage paisible au lieu d'être plissé par l'inquiétude. Lee a cessé de regarder par-dessus son épaule chaque fois que nous quittions la maison, ou de sursauter aux bruits inattendus. Nous traitions toujours tout ce qui s'était passé, allions toujours à la thérapie et au groupe de soutien, et faisions face au procès à venir. Mais maintenant, il y avait de l'espace pour respirer et commencer une véritable guérison, au lieu de simplement survivre au jour le jour. Nous avons recommencé à prendre des dîners normaux, où nous parlions de travail et d'école, au lieu de dates d'audience et d'ordonnances de protection. Malia a ramené une bonne note à un test de mathématiques et nous l'avons fêté avec de la glace. Lee m'a montré une robe sur laquelle elle travaillait à la boutique, avec des centaines de petites perles cousues à la main. Une semaine après la révocation de la caution de Wade, Jackson a appelé avec son rapport final sur les photos. Il avait retracé chaque action que Wade avait entreprise avec les images et a confirmé que même si Wade les avait téléchargées sur le stockage en ligne, il ne les avait jamais partagées avec personne ni publiées nulle part en public. Les fichiers étaient simplement restés sur son compte comme levier, une menace qu'il maintenait sur Lee, mais qu'il n'a jamais réellement mise à exécution. Lisa Yoon prévoyait d'utiliser cette information pour faire pression sur l'avocat de Wade. La preuve montrait une intention claire d'utiliser les photos comme chantage, même s'il ne les avait pas distribuées. Lee a pleuré quand je le lui ai dit, soulagement et peur persistante se mélangeant. Elle savait que les photos existaient toujours quelque part dans un dossier de preuves policières, qu'elles feraient partie du dossier judiciaire, même si Wade ne les avait pas partagées. Mais le fait de savoir qu'il ne les avait envoyées à personne ni publiées en ligne a levé un poids qu'elle portait depuis des mois. Elle a appelé Valérie ce soir-là, et elles ont parlé pendant plus d'une heure de leurs expériences et de la façon dont elles s'en sortaient toutes les deux, malgré ce que Wade leur avait fait. 2 mois se sont écoulés avec Wade derrière les barreaux, et nous avons établi des routines qui commençaient à se sentir presque normales à nouveau. Lee partait pour la boutique chaque matin avec son déjeuner emballé. Elle rentrait à la maison avec des histoires de mariés qui pleuraient en voyant leurs robes modifiées et de mères difficiles qui voulaient que tout soit changé à la dernière minute. Elle travaillait la soie, la dentelle et les perles délicates, ses mains fermes et sûres, alors qu'elle créait de belles choses pour les jours heureux des autres. Malia s'asseyait à la table de la cuisine après l'école pour faire ses devoirs de maths et ses tests d'orthographe, parlant de ses amis et du projet scientifique sur les volcans qu'elle construisait avec son partenaire. J'ai repris mon travail avec la compréhension de mon patron que les dates d'audience pouvaient m'absenter parfois, et je suis tombée dans le rythme des réunions, des délais et des problèmes de travail normaux qui semblaient gérables par rapport à ce que nous avions survécu. Nous n'étions plus les mêmes personnes qu'avant Wade, mais nous trouvions notre chemin, un jour à la fois. Lisa Yoon a appelé un mardi soir pour dire que la date du procès était fixée dans 6 semaines et elle voulait rencontrer Lee pour préparer son témoignage. Elles se sont assises ensemble dans le bureau de Lisa la semaine suivante, passant en revue les questions d'examen direct, puis pratiquant le contre-interrogatoire, où Lisa a prétendu être l'avocat de la défense de Wade, posant des questions difficiles conçues pour ébranler l'histoire de Lee. Les mains de Lee ont tremblé lorsque Lisa l'a pressée sur les détails de la chronologie et lui a demandé pourquoi elle n'était pas partie plus tôt, mais elle a répondu à chaque question avec clarté et honnêteté. Après 2 heures de pratique, Lee m'a dit que la préparation était difficile mais précieuse, que savoir à quoi s'attendre rendait le procès réel moins effrayant.
Lisa a expliqué que Charity s'assiérait dans la galerie de la salle d'audience où Lee pourrait la voir, et je serais également là avec Rachel et tous ceux qui voudraient en montrer leur soutien. La préparation a donné à Lee un sentiment de contrôle qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois, comme si elle reprenait son propre récit au lieu de laisser l'avocat de Wade le déformer en quelque chose d'autre. Une semaine plus tard, Valérie a contacté Lee directement pour la première fois, lui demandant si elle pouvait se rencontrer pour un café. Charity est venue comme tampon, s'asseyant à une table voisine pendant que Lee et Valérie parlaient pendant plus de 2 heures de leurs expériences avec Wade. Elles ont trouvé des similitudes douloureuses dans la façon dont il les avait isolées de leurs amis, critiqué leur apparence et utilisé des menaces pour les garder piégés. Mais elles ont également découvert leurs propres forces uniques, les différentes façons dont elles ont survécu et finalement échappé. Valérie a décrit le processus de l'ordonnance de non-contact et à quel point elle avait eu peur de témoigner contre Wade, mais aussi à quel point il était puissant de dire la vérité au tribunal, où il ne pouvait pas l'interrompre ou l'intimider. Elle a promis d'être là dans la salle d'audience lorsque Lee témoignerait, un visage amical dans la galerie pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Elles ont échangé leur numéro de téléphone avant de partir, convenant de rester en contact après la fin du procès. Leur connexion était basée sur un traumatisme partagé, mais elle a grandi pour ressembler davantage à une véritable amitié. Malia a travaillé avec sa conseillère scolaire pour écrire une lettre au juge expliquant pourquoi elle avait coupé la robe de Lee, mettant ses sentiments d'enfant de 9 ans en mots simples et honnêtes. Elle a décrit avoir entendu Wade faire pleurer Lee à travers la porte de la salle de bain et avoir peur que sa sœur épouse quelqu'un de méchant et déménage loin. La lettre parlait de vouloir protéger Lee, même si elle n'était qu'une enfant, de savoir que quelque chose n'allait pas, même lorsque les adultes ne le voyaient pas encore. Lisa Yoon a lu la lettre et a dit qu'elle fournissait un contexte important sur l'impact de Wade sur toute la famille, montrant comment ses abus s'étendaient pour blesser tous ceux qui aimaient Lee. Malia était fière de pouvoir aider avec l'affaire, que son instinct protecteur soit reconnu comme valide et courageux, au lieu d'être puni comme destructeur. La conseillère scolaire en a fait une copie pour Malia à garder, et elle l'a mise dans sa boîte spéciale de choses importantes, à côté de photos, de prix et de notes chéries de Lee. 3 semaines avant le procès, l'avocat de Wade a contacté Lisa Yoon avec une nouvelle offre de plaidoyer qui a tout changé. Wade était prêt à plaider coupable de toutes les accusations, y compris l'extorsion, le harcèlement, l'agression et la violation de l'ordonnance de protection, en échange d'une recommandation de probation au lieu d'une peine de prison, ainsi que d'une ordonnance de non-contact permanente et de l'achèvement obligatoire d'un programme d'intervention pour agresseurs. Lisa a rencontré Lee pour présenter l'offre, précisant que la décision appartenait entièrement à Lee et qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse. Lee a demandé 2 jours pour y réfléchir et a passé ce temps à parler avec la Dre Logan de ce dont elle avait besoin pour clore. Avec Charity des résultats réalistes du procès par rapport à l'accord de plaidoyer, avec Valérie de sa propre expérience avec le système judiciaire et avec moi de ses peurs et de ses espoirs pour l'avenir. Elle a fait des listes de pour et de contre. Elle a pleuré, s'est mise en colère et a lentement progressé vers une décision qui se sentait juste pour sa situation spécifique et son chemin de guérison. Le 2e soir, Lee est venue me voir dans la cuisine et m'a dit qu'elle avait décidé d'accepter l'accord de plaidoyer. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas besoin que Wade aille en prison pour savoir que ce qu'il avait fait était mal et criminel et de sa faute, pas de la sienne. L'ordonnance de non-contact permanente et le conseil obligatoire lui semblaient être une protection suffisante, et éviter le procès signifiait qu'elle n'aurait pas à être contre-interrogée par l'avocat de Wade sur les parties les plus douloureuses et privées de son expérience. Elle était prête à passer à autre chose dans sa vie, au lieu de passer des mois supplémentaires concentrés sur Wade et le procès et de revivre le traumatisme encore et encore. Je l'ai serrée fort et je lui ai dit que j'étais fière d'elle d'avoir choisi ce qui était juste pour elle, au lieu de ce que les autres pensèrent qu'elle devrait faire. Et j'ai appelé Lisa Yoon pour lui faire part de la décision de Lee. Lisa a dit qu'elle en informerait l'avocat de Wade et programmerait l'audience de plaidoyer. Et elle nous a rappelé que Lee pouvait toujours lire une déclaration d'impact de la victime lors de la détermination de la peine, même s'il n'y avait pas de procès. 2 semaines plus tard, nous étions assises dans la galerie du palais de justice pendant que Wade se tenait devant le juge à la table de la défense. Sa voix était plate et sans émotion alors qu'il admettait avoir extorqué Lee avec des photos intimes, l'avoir harcelée, elle et sa famille, avec des menaces et de la surveillance, et avoir violé l'ordonnance de protection plusieurs fois en conduisant devant notre maison et en retirant son moniteur de cheville. Le juge lui a posé des questions précises sur chaque accusation,
s'assurant qu'il comprenait ce pourquoi il plaidait coupable et qu'il le faisait volontairement. Wade a répondu oui à chaque question, les yeux fixés au sol, ne regardant pas une seule fois vers l'endroit où Lee était assise, serrant la main de Rachel. Le juge a accepté le plaidoyer de culpabilité et a programmé la détermination de la peine pour 2 semaines plus tard, avertissant Wade que toute violation de l'ordonnance de non-contact d'ici là entraînerait une peine de prison immédiate et l'annulation de l'accord de plaidoyer. Nous sommes sortis du palais de justice sous le soleil éclatant, et Lee a pris sa première grande respiration depuis des mois. Dans les 2 semaines précédant la détermination de la peine, Lee a travaillé avec la Dre Logan pour rédiger sa déclaration d'impact de la victime. Y déversant les 6 mois de contrôle croissant, la peur pour la sécurité de sa famille et l'anxiété persistante concernant les photos intimes que Wade avait prises et utilisées contre elle. Mais elle a également écrit sur sa propre force, sur l'instinct protecteur de Malia, l'amitié loyale de Rachel et ma détermination à l'aider à s'échapper. Elle a décrit son système de soutien et son travail à la boutique et ses projets pour un avenir sans la manipulation et les abus de Wade. Quand elle s'est entraînée à lire la déclaration pour moi, j'ai pleuré autant pour la douleur dans ses mots que pour leur pouvoir. La façon dont elle avait repris son propre récit et refusé de laisser les actions de Wade la définir pour toujours. La Dre Logan l'a aidée à se préparer à l'impact émotionnel de la lire au tribunal avec Wade assis à quelques mètres. Ellie s'est entraînée à rester ancrée et concentrée sur sa propre vérité. L'audience de détermination de la peine a rempli la salle d'audience de personnes qui aimaient Lee et voulaient que Wade fasse face aux conséquences. Lee s'est tenue au pupitre et a lu sa déclaration d'une voix claire et forte pendant que Wade était assis à la table de la défense, fixant ses mains comme s'il ne pouvait pas supporter de la regarder. Valérie était dans la galerie, hochant la tête d'un air encourageant chaque fois que la voix de Lee faiblissait, et Rachel m'a serré la main lorsque Lee a décrit le chantage et les menaces. Le juge a écouté attentivement, prenant des notes, puis a condamné Wade à 5 ans de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général, l'achèvement obligatoire d'un programme d'intervention pour agresseurs et une ordonnance de non-contact permanente qui durerait le reste de la vie de Wade. Il a également ordonné à Wade de payer tous les frais de thérapie de Lee et de n'avoir absolument aucun contact avec elle, moi ou Malia, jamais plus, avertissant que toute violation entraînerait 3 ans de prison. En sortant du tribunal après la détermination de la peine, Lee s'est arrêtée sur les marches et a pris une grande bouffée d'air frais, inclinant son visage vers le soleil. Rachel l'a serré fort et Valérie lui a serré la main et Charity lui a rappelé que la partie difficile était terminée et que c'était maintenant à elle de se concentrer sur la guérison, la reconstruction et la création de la vie qu'elle méritait. Nous sommes allés déjeuner ensemble dans un petit café du centre-ville. Nous nous sommes toutes entassées autour d'une table, et pour la première fois depuis des mois, nous avons ri de quelque chose de stupide qui n'avait rien à voir avec Wade. Les dates d'audience ou la peur. La conversation a coulé naturellement entre des histoires de travail et des projets de week-end, et une vidéo amusante que Malia voulait montrer à tout le monde sur son téléphone. Et nous avons senti que nous passions enfin du mode survie à quelque chose qui ressemblait à une vraie vie. Une semaine après la détermination de la peine, Lee a sorti son carnet de croquis et a recommencé à dessiner des modèles de robes pour la première fois depuis que tout s'était passé. Elle ne dessinait pas de robe de mariée ou quoi que ce soit pour des clientes. Elle jouait juste avec des idées qui la rendaient heureuse. Je l'ai observée à la table de la cuisine un soir, le crayon se déplaçant sur la page, créant quelque chose avec des lignes fluides et des détails délicats qui ne ressemblaient en rien à la robe que Wade avait critiquée. Elle est allée dans son ancienne chambre et est revenue avec une petite boîte contenant la broderie qu'elle avait récupérée de la robe de mariée détruite. Des cristaux qu'elle avait passé des heures à poser à la main avant que Malia ne la coupe. Elle les a tenus à la lumière et a étudié la façon dont ils captaient l'éclat de la lampe de la cuisine. Puis elle a commencé à dessiner un nouveau motif, quelque chose qui utiliserait ces mêmes cristaux, mais dans un design qui n'appartenait qu'à elle, non lié à un mariage ou à l'approbation d'un homme. La robe qu'elle a conçue avait un décolleté asymétrique et une jupe fluide avec des perles en spirale sur le côté, comme de l'eau. Elle travaillait dessus la plupart des soirs après le dîner, assise à la table avec son tissu et son fil pendant que Malia faisait ses devoirs à côté d'elle. Elle ne parlait pas beaucoup pendant ces séances, s'asseyaient juste ensemble dans un silence confortable, Malia levant occasionnellement les yeux pour observer les mains de sa sœur bouger. Je préparais du thé et leur apportais des collations, et je sentais quelque chose s'apaiser dans ma poitrine en les regardant guérir ensemble de cette façon. Lee tenait un morceau de broderie pour que Malia le voie, et Malia hochait la tête sérieusement,
comme si elle jugeait de l'art raffiné. La robe a lentement pris forme au fil des semaines, et je pouvais voir la confiance de Lee revenir à chaque point. Chaque cristal qu'elle plaçait exactement où elle le voulait. Malia a dormi toute la nuit sans se réveiller effrayée pour la première fois environ 3 semaines après la détermination de la peine. Je suis allée la voir le matin en m'attendant à la trouver fatiguée et anxieuse. Mais au lieu de cela, elle était déjà réveillée et lisait un livre au lit, l'air paisible. Sa conseillère scolaire m'a appelée cet après-midi-là pour dire que Malia allait très bien lors de ses séances hebdomadaires, faisant preuve de ce qu'elle a appelé une force remarquable pour une enfant de 9 ans qui a traversé quelque chose d'aussi effrayant. Nous avons décidé de maintenir les vérifications hebdomadaires de toute façon, car Malia semblait aimer avoir cet espace pour parler de ce qu'elle avait en tête. Un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble, Malia a dit de nulle part qu'elle était contente d'avoir déchiré la robe de Lee. J'ai arrêté de hacher des légumes et je l'ai regardée, et elle a expliqué que si elle ne l'avait pas fait, Lee aurait épousé Wade et aurait déménagé et se serait peut-être blessé davantage. Je me suis agenouillée à côté d'elle et je lui ai dit qu'elle était incroyablement courageuse et intelligente, qu'elle avait protégé sa sœur quand cela importait le plus. Elle m'a demandé si j'étais en colère à propos de la robe, et j'ai dit « Non, cette robe n'était que du tissu et du fil, mais Lee était de la famille, et la famille est plus importante que tout. » Malia m'a serré fort dans ses bras, puis elle s'est retournée remuer la sauce pour Pat comme si la conversation n'avait pas été un gros problème, mais j'ai pu voir que ses épaules étaient de plus détendues qu'elles ne l'avaient été depuis des mois. 3 mois après la détermination de la peine, Lee est rentrée de la boutique avec des nouvelles qui faisaient trembler sa voix d'excitation. Sa patronne avait vu la robe qu'elle se faisait et lui avait demandé si elle serait intéressée à concevoir une petite collection de pièces personnalisées pour le magasin. Lee était nerveuse à l'idée, inquiète de ne pas être prête ou assez bonne, mais j'ai pu voir l'éclat dans ses yeux qui avaient été absents pendant si longtemps. Elle s'est lancée dans le travail avec une énergie que je n'avais pas vue depuis avant de rencontrer Wade. Elle a conçu 6 pièces pour sa première collection, toutes des tenues de soirée avec des perles détaillées qui mettaient en valeur ses compétences. Elle a travaillé tard le soir, s'endormant parfois à la table de la cuisine, le tissu à la main. Rachel venait pour aider avec certaines des coutures plus simples et elles riaient ensemble autour d'un café pendant qu'elle travaillait. Lorsque les pièces ont été terminées et prêtes à être exposées, la propriétaire de la boutique les a mises dans la vitrine principale avec une petite pancarte qui disait « Conçu par Lee ». Nous sommes allés les voir un samedi matin, toutes les 3 arrêtées sur le trottoir, regardant la vitrine. Lee se tenait entre Rachel et moi avec le plus grand sourire sur son visage, rayonnante de fierté pour ce qu'elle avait créé. Les passants s'arrêtaient pour regarder les robes, et une femme est même entrée dans le magasin pour se renseigner sur les prix pendant que nous étions là. Lee m'a serré la main si fort que ça m'a fait mal, mais cela ne m'a pas dérangée, car j'étais juste heureuse de la voir heureuse à nouveau. Valérie et Lee ont commencé à se rencontrer pour un café toutes les 2 semaines. Leur amitié est devenue plus qu'un simple traumatisme partagé. Elles parlèrent de travail, de passe-temps et des livres qu'elles lisaient, construisant une relation basée sur qui elles étaient maintenant plutôt que sur ce que Wade leur avait fait. Lee rentrait à la maison de ses rendez-vous de café l'air plus légère, plus elle-même. Valérie lui a parlé de la relation saine dans laquelle elle se trouvait maintenant, à quel point c'était différent d'être avec quelqu'un qui respectait ses limites et soutenait ses objectifs. Elle a dit qu'il était possible de faire à nouveau confiance, que tout le monde ne la blesserait pas comme Wade l'avait fait. Lee n'était pas encore prête à penser à des rencontres, mais elle écoutait attentivement et posait des questions sur ce à quoi ressemblaient réellement les relations saines. Elle m'a dit après un rendez-vous de café que parler à Valérie lui avait fait réaliser qu'elle méritait mieux que ce que Wade lui avait donné, que son traitement n'était ni normal ni acceptable. Valérie avait suivi une thérapie et une guérison pendant 2 ans depuis qu'elle avait quitté Wade. Et elle partageait ce qui fonctionnait pour elle sans faire pression sur Lee pour qu'elle avance plus vite qu'elle n'était prête. Elles ont prévu d'aller à une foire artisanale ensemble le mois prochain, juste 2 amies profitant d'une activité normale qui n'avait rien à voir avec des dates d'audience ou des ordonnances de non-contact. 6 mois après le début de tout cela, nous avons organisé une petite fête à la maison pour célébrer le fait que la première collection de Lee s'était entièrement vendue à la boutique. Rachel s'est présentée avec une bouteille de champagne et une carte signée par tous les collègues de Lee. Don est venu d'à côté avec un énorme bouquet de fleurs et un sourire fier. Même Charity et la détective Riren sont passées un moment, apportant des cupcakes d'une boulangerie du centre-ville. Nous nous sommes entassés dans le salon, tout le monde parlant et riant.
Et c'était incroyable de célébrer quelque chose d'heureux au lieu de simplement survivre à quelque chose de terrible. Malia a insisté pour faire un toast, même si elle ne buvait que du jus de pomme. Elle était montée sur la table basse et a levé sa tasse et a dit qu'elle était fière de sa sœur d'être si courageuse et de faire de si belles robes. Lee a commencé à pleurer des larmes de joie et a serré Malia si fort que j'ai pensé qu'elle ne la lâcherait jamais. Lee a dit qu'elle n'aurait rien pu faire de tout cela sans sa petite protectrice. Et Malia a souri comme si elle avait gagné un prix. Nous avons trop mangé et veillé tard et personne n'a parlé de Wade, de procès ou de quoi que ce soit d'effrayant. Nous étions juste des gens qui se souciaient les uns des autres et qui célébrèrent le chemin parcouru. Une semaine après la fête, une mariée est entrée dans la boutique en demandant spécifiquement Lee. Elle avait vu la collection de tenues de soirée dans la vitrine et voulait savoir si Lee pouvait concevoir une robe de mariée personnalisée. Lee m'en a parlé ce soir-là et j'ai pu la voir hésiter, voir la vieille peur revenir pendant une seconde. Mais ensuite, elle a pris une profonde inspiration et a dit « Oui, je peux le faire ». Elle a rencontré la mariée plusieurs fois pour discuter de ce qu'elle voulait, et Lee a conçu quelque chose de magnifique avec des cristaux cousus à la main et des perles délicates qui ont pris des semaines à être achevées. Elle y a travaillé avec soin, mettant toutes ses compétences et son attention à le rendre parfait pour le jour heureux de quelqu'un d'autre. Lorsque la mariée est venue le chercher et l'a essayé, elle a versé des larmes de bonheur et a serré Lee dans ses bras et a dit que c'était plus beau que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Lee est rentrée à la maison ce soir-là, rayonnante de satisfaction, et elle m'a dit que ça faisait du bien de créer de la joie pour quelqu'un au lieu de simplement survivre à la douleur. Elle a dit que faire cette robe de mariée l'avait aidée à récupérer quelque chose que Wade avait essayé de détruire. L'avait aidée à se souvenir que le mariage pouvait être beau pour d'autres personnes, même si ce n'était pas le cas pour elle. Nous avons commencé à construire de nouvelles traditions familiales qui n'avaient rien à voir avec Wade, le procès ou toute obscurité que nous avions traversée. Le vendredi soir est devenu la soirée cinéma, où Malia choisissait le film et nous faisions du popcorn sur la cuisinière à l'ancienne. Le dimanche matin, Lee enseignait à Malia des techniques de couture plus avancées pendant que je faisais des crêpes, et la cuisine se remplissait de l'odeur de beurre et de sirop d'érable et du son de leur rire. Nous avons fait un voyage d'un week-end à la plage à la fin de l'été et avons construit des châteaux de sable élaborés avec des douves et des tours. Malia et Lee ont nagé dans l'océan pendant que je regardais depuis le rivage, et personne n'a mentionné les ordonnances de protection, les dates d'audience ou la peur. Nous étions juste une famille profitant d'être ensemble, faisant des choses normales que les familles normales font. Nous avons ramassé des coquillages, mangé de la glace et pris des coups de soleil, et nous avons bien dormi dans la chambre d'hôtel avec les fenêtres ouvertes pour entendre les vagues. Sur le chemin du retour, Malia s'est endormie sur la banquette arrière, et Lee a tendu la main pour me tenir la mienne, et nous n'avons rien dit toutes les deux parce que ce n'était pas nécessaire. Un soir, au début de l'automne, j'ai trouvé le vieux cahier de Malia en rangeant sa chambre, celui où elle avait écrit vouloir protéger Lee, avoir peur que Wade emmène sa sœur. Je me suis assise sur son lit en le tenant, et je me suis souvenue de ce terrible jour où tout a commencé. J'ai appelé les deux filles dans la chambre, et nous nous sommes assises ensemble sur le lit de Malia, et je leur ai dit à quel point j'étais incroyablement fière de leur courage et de leur force. Malia avait sauvé sa sœur en détruisant une robe, en voyant ce qui devait être fait même si elle n'avait que 9 ans. Lee s'était sauvée en demandant de l'aide, en étant assez courageuse pour partir même lorsque Wade rendait cela si effrayant. Ensemble, nous avions toutes survécu à quelque chose qui aurait pu détruire notre famille. Et nous en étions ressorties plus fortes et plus proches qu'avant. Nous n'étions plus les mêmes personnes qu'il y a 6 mois. Et ce n'était pas grave car les personnes que nous devenions étaient plus courageuses et plus honnêtes les unes envers les autres. Nous construisions des vies remplies de sécurité, de créativité et d'amour. Des vies où nous prenions soin les unes des autres et parlions quand quelque chose n'allait pas. La pire chose que ma fille m'ait dite, que Wade était méchant avec Lee, s'est avérée être la vérité qui nous a sauvés.